Donc on se retrouve pour parler de cette thématique, comment loger dans les secteurs à risque naturel fort, plus ou moins intense. Je vous présente nos invités brièvement qui vont intervenir. On est toujours en mode atelier, hein, donc vraiment pour être le plus concret possible. On est avec Chloé Tran-Ducmin, qui est directrice d'études au CEREMA. Voilà. Jean-Louis Granvaux, directeur de l'établissement public foncier de La Réunion. Également avec nous Alain Cauchy, qui est directeur du patrimoine à CDC Habitat. Sébastien Baron, responsable de l'unité inondation et étiage à l'EPTB Vilaine. On aura le temps de détailler tout cela. Et puis, une nouvelle invitée, voilà, qui n'était pas totalement prévue, et tant mieux, c'est bien que vous soyez là, qui travaille à l'EPF de La Réunion, Audrey Daher. De Guadeloupe, pardon, puisqu'on rebondira sur la Réunion. Mais on commence par la Guadeloupe. Alors, vous avez réalisé une vidéo du côté de la Guadeloupe pour attirer notre attention sur ces risques naturels et les enjeux du logement autour de ces questions. On va regarder cette vidéo qui dure à peu près 8 minutes, donc c'est un peu plus qu'une petite évocation, hein. On est sur un dossier. Merci à vous de l'avoir fait. Puis on vous retrouve juste après, Madame Daher, pour détailler certains aspects. Voilà. Juste le temps de positionner la vidéo. La Guadeloupe est un archipel de 5 îles, situé dans l'arc des Petites Antilles, entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. Son linéaire côtier, de plus de 550 km, en font un territoire particulièrement exposé au risque du recul du trait de côte et de submersion marine. Les activités anthropiques sur le littoral se sont accentuées au cours du XXe siècle, amenant à une forte modification de la dynamique sédimentaire. Moi, j'ai commencé d'abord par essayer de quantifier l'érosion côtière en Martinique, ensuite en Guadeloupe. Et on s'aperçoit que l'érosion côtière, c'est un mal qui est en train de se répandre de plus en plus, puisque les plages, malheureusement, disparaissent. Il y a une érosion côtière qui est vraiment très importante dans nos régions. Je parle de la Guadeloupe, mais je parle de façon générale des Antilles et des petites Antilles en particulier. Et cette érosion, elle est liée à la fois à des facteurs naturels, mais elle est liée aussi à des facteurs anthropiques. Pendant longtemps, on a prélevé de gros volumes de sable sur les marges côtières. Il y a l'élévation du niveau de la mer dont on parle de plus en plus, mais dont la population n'a pas conscience du phénomène. Le niveau de la mer aujourd'hui, au moment où nous parlons, s'élève de plus 3,5 mm chaque année. La vraie question aujourd'hui, c'est que faire face à cette double rhétorique qui est, l'érosion côtière liée à des phénomènes naturels ou anthropiques, et puis surtout le changement climatique qui vient se surimposer à tout cela et qui accentue, qui magnifie ces dynamiques. Glissement de terrain, effondrement de falaises, éboulement, risque de submersion. Afin d'éviter les conséquences dramatiques de ces catastrophes naturelles, l'ADL a mis en place un programme d'identification des zones les plus à risque. On a une connaissance aujourd'hui des phénomènes de tempêtes et de cyclones qui fait que la cartographie, les images satellites, etc. nous permettent d'anticiper ces événements-là. Et en fait, les ménages qui seraient exposés à ce risque-là peuvent être tout simplement mis à l'abri avant que l'événement arrive. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres aléas. Et d'où la nécessité de pouvoir identifier les ménages qui habitent dans ces zones de menaces graves. Donc là, aujourd'hui, on est en train d'identifier avec chacune des communes littorales de Guadeloupe quels sont les secteurs exposés, donc définition des cartes, identification des cartes de zonage avec le nombre de logements précisément exposés à ce risque-là. Les opérations justement de relocalisation des ménages particulièrement exposés doivent être menées dans un cadre partenarial. L'important, c'est d'avoir un maximum de partenaires notamment financiers, pour monter ces opérations-là, puisqu'on est sur des opérations très coûteuses. La particularité des occupants sans droit ni titre de la zone des 50 pas, c'est que ce sont des gens qui sont quasi propriétaires, en fait, on peut le dire de cette manière, de leurs biens, et donc qui ne sont pas habitués au modèle du logement locatif social. Donc l'objectif, c'est pas de les reloger dans le parc social classique, mais c'est de leur proposer une solution de type accession sociale, voire accession très sociale à la propriété. Donc que le ménage soit propriétaire de son bien ou qu'il soit occupant sans titre,
Le sujet, c'est la menace pour la vie humaine. Les vies humaines représentent justement une préoccupation majeure pour l'Agence des 50 pas géométriques. Cet établissement public qui gère le foncier sur la bande littorale du domaine public de l'État. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, de nombreuses constructions informelles ont été édifiées sur cette bande littorale au fil des années. Dans le cadre justement des risques naturels, le rôle de l'agence est de pouvoir non seulement accompagner, mais contribuer au relogement des personnes qui ne peuvent pas être régularisées parce que justement leur vie serait menacée du fait des risques naturels, mais également décliner toute la politique publique qui s'ensuit et qui reste à établir. On est au-devant effectivement d'une politique publique de grande ampleur qui n'existe pour l'instant a priori nulle part, qui ne fait pas l'objet d'un vade-mecum bien écrit qui indique qui fait quoi, quand et comment. Et donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir le faire ensemble et forcément la diversité des cas va nous obliger à avoir non pas forcément une méthodologie stricto sensu, mais plutôt un mode opératoire pour savoir comment est-ce qu'on embrasse effectivement tel ou tel cas de figure. Et c'est vraiment au fil de l'eau qu'on aura la possibilité d'adapter notre mode opératoire aux différents cas de figure. À Petit-Bourg, section Bel-Air, le recul du trait de côte a déjà obligé 43 habitants à quitter les lieux en 2020 lors d'une opération de RHI menée par la SEM-Samar, un aménageur de la Guadeloupe. À ce titre, l'établissement public foncier de Guadeloupe a souhaité réunir les partenaires autour du projet Émergence qui vise à identifier du foncier nécessaire au relogement des populations vulnérables. C'est un territoire qui est particulièrement fragile et vulnérable au regard des différents risques naturels. C'est vrai que le foncier qui existe va devenir de plus en plus rare, il va devenir de plus en plus précieux, il va devenir de plus en plus cher. Et il est important pour nous d'être dans une logique d'anticipation par rapport à l'évolution de nos différents territoires, puisqu'on a différents territoires en Guadeloupe. Outre effectivement cette rareté du foncier, on a quand même de réelles difficultés au quotidien à le maîtriser, du fait effectivement de l'absence de titre de propriété. Donc c'est très difficile pour nous de retrouver les titres de propriété quand ils existent, du fait aussi du phénomène d'indivision qui touche quasiment la quasi-totalité du foncier de Guadeloupe. C'est vrai que les premières années de notre existence, on a vraiment voulu répondre de manière urgente aux différentes demandes des communes. Aujourd'hui, après 9 ans d'existence, on est davantage maintenant posé pour pouvoir travailler sur des temporalités beaucoup plus longues. Et aujourd'hui, on est obligé d'anticiper sur les évolutions de notre territoire, parce que si on veut demain continuer à aménager la Guadeloupe, c'est-à-dire que si on veut aménager la Guadeloupe dans 20 ans, il faut commencer à acquérir des opportunités foncières. Et au regard effectivement des risques qui vont nous toucher, on sait pertinemment que le risque de surélévation du niveau de la mer est un risque réel et qu'il faut anticiper sur ces évolutions-là. L'EPF, ça reste un opérateur foncier, donc nous pouvons faire des travaux de proto-aménagement, mais nous ne faisons pas des travaux d'aménagement. Donc ça, on aura besoin d'un aménageur et en l'occurrence, l'Agence des 50 pas géométriques a cette compétence aménagement que nous n'avons pas. L'Agence des 50 pas géométriques sait aussi, elle connaît les familles à reloger, elle connaît les quartiers, elle connaît les familles à reloger. Donc on va devoir travailler avec elle sur qui on reloge et dans quelles conditions. Et l'Agence des 50 pas géométriques aussi va nous accompagner sur l'aménagement global du quartier, c'est-à-dire quels sont les équipements à prévoir, quels sont les services, commerce, etc. Donc pour moi, il faut vraiment que ça soit un partenariat fort dans lequel on sera quand même dans une relation gagnant-gagnant. À l'heure de la zéro artificialisation nette, il est essentiel d'avoir une gestion foncière plus fine et plus raisonnée. En cela réside le sens même du concept de ménagement du territoire que l'EPF entend désormais promouvoir.
Voilà, merci à l'EPF de Guadeloupe d'avoir préparé ce dossier vidéo. On va peut-être prolonger un petit peu la discussion. Il a été question de ce concept de ménagement, de terre aménagée. Je vous approche un micro. Voilà. On va y revenir à travers l'île de la Réunion en quelques instants, mais là, quand on parle de risque naturel, vous êtes particulièrement exposé. C'est ce qui vous occupe à temps plein? C'est votre sujet numéro 1? Non, alors c'est pas le seul sujet parce qu'effectivement ce matin le sujet de la vacance voilà, a eu un réel écho parce que c'est vrai que c'est quand même une problématique importante dans les centres-bourgs et qui entraîne, liée en plus à la difficulté d'acquérir le foncier, puisqu'on est sur des phénomènes d'indivision, de succession non réglés. Donc c'est vrai que voilà, ça nous occupe aussi quotidiennement. Mais effectivement, depuis quand même un certain nombre d'années, alors moi je suis arrivée récemment à l'EPF, mais je sais qu'en tout cas notre directrice s'inquiète de ces changements climatiques. On a récemment eu la tempête Fiona qui nous a tous rappelés à l'ordre parce qu'on n'a quasiment pas eu de vent et le pouvoir de l'eau a été vraiment destructeur. Donc voilà, on a décidé de mettre en place effectivement le projet Émergence. Qui en est à ses prémices, parce que l'idée, et je pense que ça a été bien dit, d'ailleurs, je vous prie de nous excuser quand même pour la qualité du film, on l'a fait assez rapidement et en interne, donc soyez indulgents. Mais on le sera, on l'est. Et du coup, voilà, donc ce projet émergent, c'est l'idée de réunir autour de la table tous les différents acteurs et partenaires qui sont concernés par cette question du risque, pour trouver des solutions pour effectivement le relogement des personnes qui sont aujourd'hui impactées par le phénomène, donc dans les mois ou les années à venir, et les populations qui le seront dans les 30-40 ans. Comment on projette la ville de demain? Parce qu'on sait que la quasi-totalité de nos bourgs sont quand même littoraux, donc dans les 50 ans à venir seront fortement impactés par le recul du trait de côte. Donc voilà, comment on aide finalement ces centres-bourgs à se développer, à s'étendre. Alors c'est vrai que bien évidemment, on est aussi dans le contexte du ZAN, donc voilà, comment trouver des solutions pour offrir la possibilité plus tard à ces bourgs de se redévelopper peut-être ailleurs. Alors aujourd'hui, on n'a pas les solutions, on a envie de se poser toutes les questions possibles pour pouvoir justement permettre une survie à la population dans les 10, 20, 50 prochaines années et un avenir à la Guadeloupe. Donc voilà, pour l'instant, on va expérimenter une première opération de relogement justement avec la G50 sur la commune de Capesterre-Belo. Il y a actuellement une quarantaine de ménages qui sont impactés par un risque imminent. Donc voilà, on va justement, par ce premier projet, trouver, comme le disait le directeur de l'agence G50, un mode opératoire, parce que bon, il y aura forcément des interventions diverses, des solutions adaptées à chaque cas de figure. Donc, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne savez pas encore exactement comment. Voilà, alors on sait qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée de la réserve foncière, voilà, qu'on va sanctuariser, j'ai envie de dire. On sait aussi qu'il faut alors, ça passe déjà. Alors, c'est vrai que la DEAL est en train de faire un travail justement d'affinage des cartes pour vraiment localiser et quantifier le risque, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut qu'on ait plus de données sur voilà, les communes qui seront impactées, qu'on ait précisément ces limites, parce que bon, l'idée, on est quand même toujours dans cette idée parallèlement de redynamisation des centres-bourgs. Donc on agit vraiment, on essaye d'agir sur les logements vacants, la réhabilitation est vraiment au cœur aussi de nos préoccupations. Donc c'est tous ces paramètres qu'il va falloir un peu superposer pour identifier les opportunités de relogement. Et on a évoqué ce matin la dimension affective qu'on peut avoir vis-à-vis de son logement. Ça a été dit, il y a un certain nombre de constructions informelles qui ont été légalisées, encadrées. Donc il faut composer avec cela aussi.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que je ne sais plus qui l'évoquait, je pense que c'est le directeur de la G50 ou peut-être le professeur en introduction qui disait qu'effectivement le risque n'était pas encore vraiment appréhendé. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai que c'est très dur de faire comprendre à quelqu'un qui vit sur une zone qu'on considère aujourd'hui à risque, où le risque ne s'est peut-être pas encore manifesté, mais sur une zone où il se manifestera peut-être dans 10 ans, de faire comprendre à quelqu'un qui a vécu 60 ou 70 ans dans sa petite case sans embêter personne, que là, ça ne va plus être possible. Donc c'est vrai que c'est quand même il y a une démarche de sensibilisation à faire qui est fondamentale et essentielle pour voilà, que la population adhère et comprenne aussi vraiment les dangers. Ne dites pas tout parce qu'on a envie de prolonger un petit peu la discussion avec Jean-Louis Granvaux. Merci beaucoup pour ce premier éclairage. Directeur de l'EPF de La Réunion. Quand on parle d'aléas climatiques, de risques naturels sur La Réunion, on peut dire que vous êtes particulièrement servi. Il y a des risques prégnants. Vous pouvez peut-être nous les rappeler ? Nous, on a la totale. Hein. On a un volcan, donc des risques sismiques. On a des cyclones avec des vents qui font des fois 250 km/h. Des pluies, on a un record mondial, 6 mètres d'eau en 15 jours. Des feux de forêt. Des tsunamis avec des vagues de 10 mètres. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Enfin, on a tout, quoi. Donc, des risques, on en a beaucoup. Mais enfin, je vous fais un peu une vision apocalyptique de La Réunion. Je peux vous garantir une chose, c'est que si vous venez, vous serez les bienvenus et il fera beaucoup plus chaud que dans cette salle. Alors, mais bon, on a beaucoup de risques et je disais tout à l'heure à titre d'anecdote, on vient d'avoir un plan de prévention des risques d'inondation et mouvements de terrain sur une commune, la commune de Sillaos. 98% du territoire a été identifié à risque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez La Réunion, la commune de Sillaos. C'est dans les montagnes, c'est au milieu de La Réunion. C'est une commune assez grande, hein, il y a plusieurs bourgs, etc. Donc 98%. Alors vous imaginez tous les propriétaires de maisons, de cases, comme on dit à La Réunion, dans ces écarts, qui se retrouvent avec leur maison qui est entièrement, si elle est détruite, elle est totalement, elle ne peut pas la reconstruire, et tous les risques que ça comporte. Nous, on est confrontés à des acquisitions de terrain où on a des plus, comme dans toutes les communes de France et de Navarre, avec des terrains qui sont constructibles. On achète parfois des terrains dans des communes comme Salazie, où on a un beau terrain plat, là, en plein centre-ville, impeccable. On dit on va faire une belle opération urbaine pour aménager cette ville. Et puis on revient un an après, et puis pas de peau, il y a une faille qui traverse tout le terrain sur 50 cm de large, et on dit ça y est, le terrain est totalement inconstructible. Donc voilà ce à quoi on est confronté. Donc on a à La Réunion beaucoup de personnes qui sont confrontées à ces risques naturels et qui se retrouvent avec des maisons qui posent de gros problèmes. C'est-à-dire que ces maisons se fissurent, voire s'écroulent. Il y a des glissements de terrain importants, il y a des pans de falaises qui tombent, etc., etc. Donc des gros problèmes. Alors on a initié des opérations. Pour l'instant, c'est à dose homéopathique. Mais c'est vrai que si on voulait intervenir sur toutes les maisons à risque à La Réunion, ça serait phénoménal. Alors vous êtes venu avec quelques images peut-être emblématiques on a actuellement 2 opérations. Alors, il y a une loi que vous connaissez tous, hein, qui est la loi Barnier, qui permet justement de faire face à des situations d'urgence. Donc, dans le cas présent, il y a eu une falaise que vous voyez derrière, vous la devinez derrière la maison, là, qui s'est entièrement écroulée dans une zone. Et cette zone, c'était une zone dans le sud de l'île, une petite commune qui s'appelle Saint-Joseph. Et sur cette commune de Saint-Joseph, EDF avait réalisé en arrière-plan un barrage relativement important et avait réalisé une quinzaine de maisons, des maisons en béton assez solides, au pied de cette falaise. Ces maisons ont été revendues à des particuliers, donc qui les habitaient depuis longtemps. Hein, ça fait des années qu'ils étaient là. Il y avait une école, donc pour vous dire quand même qu'il y avait des habitants qui vivaient là. Donc il y avait une école, etc. Et puis la falaise s'est entièrement écroulée. Et là, on voit pas tellement la pente, mais il y a 400 mètres de falaise tout comme ça, quoi.
Donc le BRGM est venu, a fait une analyse, a dit que c'était un très 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 haut risque. Donc il y a eu... on peut passer la seconde diapo. Il y a eu une décision qui a été prise par l'État en concertation avec la commune, donc de réinstaller ces populations en dehors de ces zones, donc, et d'acquérir leur maison après une déclaration d'utilité publique urgente en 2019, donc des acquisitions de 15 maisons. Donc la loi Bernier, ça permet de payer ces maisons à leurs propriétaires pour qu'ils puissent se reloger dans des bonnes conditions. Et là, c'est plus de 2 millions d'euros pour 15 maisons quand même qui ont été versées. Donc on ne parle pas de sommes anecdotiques, c'est des montants importants. Et nous, on a la possibilité maintenant de toucher directement ces fonds de la part de l'État à l'EPF, c'est-à-dire sans passer par le biais de la commune. Et nous avons procédé à la démolition des 15 maisons en question, très récemment, c'est-à-dire le mois dernier. Alors on a un petit problème aujourd'hui, c'est qu'on les a démolis, mais comme ça s'appelle la passerelle, ce lieu-dit, vous imaginez qu'on passe sur un petit pont au-dessus de la rivière, et le petit pont au-dessus de la rivière, pour évacuer les centaines de mètres cubes, les milliers de mètres cubes de matériaux, il faut des camions qui pèsent à peu près 10 à 9 tonnes, donc l'ADA s'interroge sur la solidité du pont pour évacuer les matériaux. Mais on va y arriver. Mais j'espère qu'on ne finira pas avec des petits camions. Et est-ce que ça complexifie un petit peu l'acceptabilité de la part de la population concernée, de voir que les travaux s'éternisent? Il faut du temps. Vous voyez, c'est en 2014 qu'il y a eu l'éboulement. Donc on est aujourd'hui en 2022 quand même. Donc quand on parle de DUP urgente, on met des cierges pour pas que ça s'écroule le lendemain, naturellement. Et naturellement, les gens qui ont toujours vécu là, ils vous disent, mais écoutez, on a toujours vécu là, nos enfants vont à l'école à côté, bon, certes, il y a un morceau de falaise qui est tombé, mais demain, ça ira très bien, etc. Donc pour faire accepter ça, c'est très difficile et très délicat. Ça passe par une indemnisation juste, parce que acheter une maison à La Réunion, ça coûte cher, et si vous ne donnez pas justement la somme correspondante et suffisante aux familles, ils ne peuvent pas se reloger. Donc ça coûte tout ça. Ça coûte du temps, ça coûte de l'écoute, beaucoup d'écoute. C'est très douloureux pour les familles, c'est évident. Ils vont partir de ce lieu qui est leur racine. Donc c'est toujours délicat. Et c'est difficile et il faut du temps. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain de toute façon. Donc c'est délicat. Vous parliez d'indemnisation, alors elle est calée sur la valeur des maisons à détruire ou sur comment on se reloge derrière? Alors, elle est calée sur la valeur des maisons à détruire. C'est les domaines qui font l'estimation, pas en prenant en compte le fait que cette maison est à risque. Ils prennent en compte la valeur de la maison s'il n'y avait pas de risque. Je pense qu'il y a une valeur qui est assez généreuse qui est donnée en général, en tout cas pour ce cas-là. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Et ça permet justement aux familles de se reloger dans les bonnes conditions. Là, je vous ai dit, 2 millions d'euros pour 15 maisons quand même. Donc on n'est pas sur les petites sommes. Et plus de 200 000 euros de démolition. Alors on a un deuxième cas de figure qui est la seconde diapositive. On a la commune de Salazie dont je vous parlais tout à l'heure. On a des endroits entiers où on a des glissements, ce qu'on appelle en loupe, donc des parties de terrain très très importantes qui bougent. Et dès qu'on a des très très grosses pluies, il faut à tout prix évacuer les gens de ces zones-là. Parce que soit tout peut partir, soit ça va bouger d'un mètre. Donc on a des maisons entièrement fissurées, mais quand je dis fissurées, c'est qu'on pourrait presque mettre le bras dans les fissures. Et là aussi, on est en train de faire un travail au cas par cas, parce que là justement, les gens ne veulent pas partir. Et c'est très délicat, alors que les risques sont avérés et acceptés et partagés par tout le monde, y compris les habitants qui se rendent bien compte qu'ils voient à vue d'œil que leur maison bouge, etc. Donc c'est très délicat. Et actuellement, on a quelques maisons qu'on a achetées et qu'on va démolir. Vous pouvez mettre la diapo d'après? On a quelques maisons, je crois qu'il y en a 4 ou 6. Là, vous avez un plan qui montre un peu toute la zone. Mais bon, c'est à titre d'exemple. Et là encore, c'est le fonds Barnier qui prend ça en charge et qui fait en sorte qu'on puisse payer et indemniser ces propriétaires pour qu'ils puissent partir dans des bonnes conditions. Alors, pour l'instant, vous avez des zones en rouge et
et en orange, mais tout ça peut changer très vite. Il suffit que demain, on ait des pluies dont je vous ai parlé, là, qui sont des pluies quand même phénoménales, qui arrivent pour qu'on se retrouve avec un autre pan entier qui soit concerné. Il y a une autre diapo après où on a quelques chiffres, si ça vous intéresse. Donc là, c'était un montant de 800 000 € pour, de mémoire, 4 ou 6 maisons, je ne sais plus. 6 maisons, c'est ça, 6 maisons pour 800 000 €. Et on a 300 000 € pour des frais de démolition, en sachant que ce soit le premier terrain ou le second, on ne peut pas intervenir n'importe quand. Dès qu'il y a des fortes pluies, les entreprises n'interviennent plus. Dès qu'on n'a pas le feu vert du BRGM pour intervenir, on ne peut pas intervenir, etc., etc. Donc c'est quand même assez délicat. Mais moi, je tiens à souligner la souplesse et l'intérêt du fonds Barnier pour agir dans ce genre de cas. Donc voilà, les communes acceptent bien ce principe et il faut avoir beaucoup d'écoute et beaucoup d'empathie vis-à-vis des propriétaires de logements qui, malheureusement, doivent partir. Merci beaucoup pour ce retour sur expérience de risque immédiat. On parle bien de risque immédiat, notamment. Alors, prenez bien le micro. Immédiat 2014-2022. Oui, alors 8 ans. Là, vous parlez du traitement, du temps de la réponse. La notion d'urgence est toujours un peu relative. Mais bon, ça peut malheureusement arriver le lendemain. Ouais. On prolonge avec Alain Cauchy, directeur du patrimoine à CDC Habitat. Alors, j'allais dire avec vous, Monsieur Cauchy, on revient en métropole. Oui, mais pas seulement, parce que je crois que vous avez un peu de patrimoine aussi en Outre-mer. Vous allez nous parler du plan d'adaptation au changement climatique. Alors, c'est une démarche qui s'explique bien avec un support visuel détaillé. Vous allez peut-être venir aux manettes. Merci. Pour nous présenter tout cela. Merci beaucoup. Donc, merci de cette invitation. Je suis très heureux effectivement de pouvoir intervenir dans cet environnement associé au foncier, puisque on anticipe aussi cette démarche pour le groupe CDC Habitat comme un outil de communication et d'échange avec les collectivités, avec notre environnement, puisqu'on va voir on voit déjà que traiter uniquement le bâti ne permet pas de régler les problèmes de résilience de ce bâti. Et donc très heureux aussi d'intervenir juste après la Guadeloupe et la Réunion, puisque comme vous le disiez, CDC Habitat est présent en Outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, Mayotte, la Réunion. Et on travaille avec ces SEM immobilières d'Outre-mer pour justement anticiper, pour travailler sur cette démarche, puisque comme ça vient d'être rappelé ici, l'Outre-mer est aux avant-postes et on a, nous, à tirer expérience pour aménager, adapter notre patrimoine en métropole sur un certain nombre d'aléas climatiques qui sont déjà présents. Donc on parle bien de risques actuels. Donc la démarche du groupe CDC Habitat, donc je vais passer vite sur le contexte que je vous rappelle très rapidement, mais donc le changement climatique, il est avéré, on le connaît, on l'expérimente, on l'a expérimenté cet été, encore une fois, avec tout un tas de risques. Et donc les scénarios qui sont ceux du GIEC aujourd'hui nous prédisent que dès 2030, la situation risque d'être très très compliquée à gérer. Avec des risques, des conséquences qui sont déjà visibles, on vient de le rappeler sur la Réunion. En métropole, les incendies de cet été, la vague de chaleur de cet été, et puis il y a aussi dans les Alpes des sujets d'effondrement de terrain qui nous rappellent qu'on doit s'en préoccuper. C'est ce qu'on a fait en 2018 avec la mission des risques naturels. La mission des risques naturels, c'est une association d'assureurs qui ont un grand nombre de données, d'informations, de statistiques sur la sinistralité, ce qui nous a permis de faire une première cartographie de l'exposition de notre patrimoine au regard justement de ces risques actuels. Et donc, comme ça, on a pu qualifier que 8% de nos bâtiments sont déjà dans des zones très exposées aux risques actuels. Et ça nous permet de faire une première cartographie de ce patrimoine. Alors, le risque, voilà comment on l'appréhende de manière assez classique, c'est-à-dire que exposition associée à une vulnérabilité du patrimoine, exposition en aléa. Pour pouvoir envisager une résilience, on est sûrement obligé de passer par des travaux d'adaptation du patrimoine pour surmonter les événements qui risquent de nous arriver. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des solutions techniques qui existent. Un exemple s'agissant du risque d'inondation, avec une adaptation du patrimoine. On a aussi des solutions d'adaptation au sujet des augmentations de température,
avec un aménagement particulier du bâtiment, du patrimoine, mise en place de brasseurs d'air, de protection solaire. On sait qu'on a des solutions. Donc l'idée, c'est de dire, puisqu'on a des solutions, est-ce qu'on sait identifier notre patrimoine pour apporter ces solutions? Donc la démarche qui a été... Alors, les enjeux, alors juste pour rappeler, CDC Habitat, je vous rappelle rapidement, donc CDC Habitat, c'est une filiale de la Caisse des dépôts, et aussi donc une composante de la Banque des territoires, d'où ma présence ici aujourd'hui, puisque la Banque des territoires est un partenaire de cet événement. Donc CDC Habitat, aujourd'hui, gère plus de 500 000 logements, 530 000 aujourd'hui même logements. C'est plus d'1 million forcément de personnes logées. Et d'ici 2030, on a en prévision plus de 110 000 logements. Donc tout ça, ça fait qu'on ne peut pas passer sous le tapis ces aléas. Et donc c'est bien un sujet qui est intégré dans la cartographie des risques du groupe pour garantir la sécurité, assurer le confort d'usage, et puis aussi sécuriser la sécurité, assurer la sécurité économique de la société, puisque ces risques, ils sont associés aussi à des risques financiers. Alors, les questions qu'on se pose, j'ai commencé à les présenter, c'est est-ce que nos bâtiments sont adaptés? Comment on peut évaluer cette vulnérabilité aux futurs aléas climatiques? Quels travaux on doit prévoir? Quelles préconisations on peut intégrer dès à présent dans nos futurs projets? Puisque le sujet, c'est aussi de dire ce qu'on construit aujourd'hui. Si on le construit comme on le fait d'habitude, ils seront toujours en décalage par rapport aux futurs aléas. Donc, comment on peut anticiper? Et puis, il y a aussi un sujet de zone géographique, de là où il faut investir pour l'avenir sur des territoires plus ou moins résilients. Donc, les outils qu'on a essayé de développer avec cette démarche, c'est d'abord une cartographie du patrimoine, c'est-à-dire représenter l'ensemble du patrimoine au regard des risques actuels et des risques projetés à l'horizon 2050. Et ensuite, d'associer ça à un dispositif de diagnostic de ce patrimoine. Alors, on va le voir, un diagnostic en masse, puis après un diagnostic sur site, pour identifier des préconisations d'adaptation de ce patrimoine. Les 11 aléas qui ont été identifiés, un certain nombre ont déjà été cités, mais on retrouve donc les précipitations, les augmentations de température. Alors en métropole, on a aussi les vagues de froid, le sujet de la neige aussi, bien sûr, mais on a aussi désormais les vagues de chaleur, des tempêtes, les radiations solaires, l'inondation, la sécheresse et les mouvements de terrain. On vient de voir des exemples là assez significatifs. Ça risque de ne pas s'arranger dans l'avenir, donc y compris en métropole. Alors, les scénarios, on a travaillé sur les 2 scénarios du GIEC, qui étaient le scénario 4.5 et le 8.5. On avait identifié que le 8.5, normalement, à l'époque où on a lancé en 2019-2020 la démarche, le 8.5, c'était le scénario catastrophe. Aujourd'hui, il s'avère que c'est plutôt le scénario qui est le plus crédible. Donc, tous nos diagnostics aujourd'hui s'appuient surtout sur le scénario 8.5. Ça donne des cartographies sur ces 11 aléas que j'évoquais tout à l'heure. Selon les scénarios, on a des courbes, des cartes qui présentent, avec une représentation graphique de l'importance de ces aléas selon les territoires. Parce que c'est bien ça le sujet. Tous les territoires ne sont pas égaux selon tous les aléas. Et donc, il s'agit, selon l'implantation du patrimoine, d'identifier quels sont les aléas qui sont les aléas prépondérants. Sur l'outre-mer, donc comme je vous disais tout à l'heure, on travaille aussi avec nos SAM immobilières d'outre-mer. On a un peu moins d'informations, un peu moins de données statistiques qui nous permettent de traiter tous les aléas, mais on travaille sur les aléas principaux. Donc on a évoqué tout à l'heure sur la Guadeloupe la submersion, les risques d'inondation, les mouvements de terrain, ce sont les risques sur lesquels on va travailler en priorité. Donc voilà pour l'exposition, comment on cartographie le patrimoine au regard du territoire dans lequel il se trouve. Ensuite, on a travaillé sur la vulnérabilité du patrimoine, c'est-à-dire comment, en fonction des procédés constructifs, en fonction des caractéristiques techniques des bâtiments, on sait identifier si tel ou tel bâtiment est plus ou moins vulnérable à tel ou tel risque. Donc on a identifié lot technique par lot technique, quels étaient les lots techniques finalement qui étaient en correspondance, ou en tout cas en risque par rapport aux aléas. Donc on voit que les fondations sont particulièrement sensibles au risque d'inondation ou de sécheresse. Donc c'est un composant technique, et donc selon le type de fondation du bâtiment, on aura plus ou moins d'interventions à réaliser. Et lot par lot, on voit qu'on a ce même type d'analyse, et donc on retrouve que
par exemple, les façades sont elles aussi sujets au risque d'inondation dès lors qu'il y a des montées des inondations qui montent sur les façades. Donc, caractérisation technique du patrimoine. Et ensuite, on a travaillé sur une pondération, c'est-à-dire pour définir une hiérarchie d'intervention sur le patrimoine. Alors cette pondération, elle s'est faite sur la base d'entretiens d'experts. On a travaillé en particulier avec donc, des bureaux d'études spécialisés. On a travaillé avec le groupe Vinci, qui, avec ses experts en remise en état, en restructuration, en intervention sur le patrimoine, pour essayer de définir cette pondération. Alors c'est une pondération qui est subjective, en tout cas qui est définie par le groupe, mais qui nous permet d'arriver à définir, à classer notre patrimoine en le cotant selon sa structure et cette fameuse pondération à ce qu'on appelle un score de criticité en fonction des aléas auxquels il est soumis. Pour aboutir donc à la cartographie que je vous évoquais tout à l'heure, donc on a désormais mis à disposition de l'ensemble de nos directions interrégionales la possibilité de zoomer sur leur territoire. Vous voyez par exemple, là on a pris l'exemple du risque inondation. Donc vous voyez la carte en haut, elle présente les territoires les plus concernés à l'échéance 2050 par une augmentation forte du risque d'inondation. Et en face de ça, vous avez en dessous l'implantation de notre patrimoine. Et donc vous voyez la couleur, donc, du plus clair au plus foncé, donc au rouge foncé, qui indique le patrimoine qui est plus ou moins vulnérable par rapport à cet aléa inondation. Ce qui nous permet d'avoir une première approche, une première classification pour classer le patrimoine. Ensuite, on passe à la deuxième étape, qui est de dire, une fois qu'on a cette cartographie, on va devoir aller sur place, et avec un outil qu'on a appelé donc, le diagnostic de performance résilience, qui va nous permettre non seulement de confirmer ou d'infirmer la vulnérabilité du patrimoine au regard de cette première classification qu'on avait pu faire sur données techniques, mais en fonction de son environnement. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'échanges avec les collectivités, pour savoir s'il y a eu des travaux qui ont été réalisés sur l'environnement, s'il y a eu des adaptations qui ont déjà été réalisées et qui nous permettent d'améliorer ce risque, cette vulnérabilité. Donc ça passe par forcément une fiche d'identité du patrimoine qui décrit le patrimoine dans sa conception. Et ensuite, avec ces différentes caractéristiques, on commence à pouvoir classer le patrimoine, à le qualifier avec donc, ce diagnostic de performance résilience. Alors, on a pris une illustration qui, est, pour ceux qui connaissent un peu les diagnostics de performance énergétique, par exemple, est assez similaire pour en faciliter la lecture. Donc, on peut classer le patrimoine entre A et G, du plus résilient au plus vulnérable. Ça s'est associé à une grille de visite donc, sur le terrain, donc il va aller voir les différentes composantes du bâtiment pour voir si on est toujours sur l'appréciation sur base de données telle qu'elle avait été faite, d'aller voir éventuellement s'il y a des travaux qui ont été réalisés qui ont pu modifier telle ou telle caractéristique. Et ensuite, donc, suite à cette visite, on va adapter la cotation du patrimoine pour avoir le score de criticité définitif du patrimoine. Donc ce qui est important aussi, c'est que au-delà de ce score, de cette diagnostic, il y a une première préconisation d'intervention qui est réalisée par ce diagnostic en citant ou en mettant en évidence les premiers travaux, les premières interventions qui pourraient être mises en place et surtout en les chiffrant. Donc on a une première valeur du coût des travaux qui pourraient être réalisés sur ce patrimoine. Avec une dernière appréciation qui est de dire, voilà, de voir quel est l'impact de ces travaux, savoir, encore une fois, pour pouvoir hiérarchiser, pour pouvoir les planifier dans le temps. Il y a aussi une information sur le coût-bénéfice, performance des travaux réalisés, ce qui nous permet, là, encore une fois, de hiérarchiser les actions. Cette démarche elle a été mise en production en 2021. En 2021, 60 sites ont été visités pour étalonner la méthode. En 2022, on a enchaîné sur 25 sites qui sont en cours pour à la fois s'assurer des évolutions telles qu'elles ont été réalisées. Et puis donc, on est désormais lancé sur un engagement par an de pouvoir visiter à minima 100 résidences jusqu'en 2027, ce qui nous permettra de visiter les 500 sites les plus critiques tels qu'on les a identifiés dans notre méthode.
Voilà pour la présentation synthétique de cette démarche. Quels sont les effets positifs attendus? Est-ce qu'il y a cette idée de se projeter dans le temps de manière précise au niveau budgétairement pour chiffrer vraiment sur l'ensemble du patrimoine le coût de l'adaptation? Tous nos ensembles immobiliers sont associés à ce qu'on appelle un plan pluriannuel de travaux, une programmation de travaux sur 15 ans. Donc, cette programmation de travaux sur 15 ans, c'est ce qui constitue nos plans à moyen terme, donc ce qui constitue l'équilibre économique de la société. Donc, il est particulièrement important, effectivement, qu'on ait des plans à long terme qui soient les plus fiables possibles. Donc, aujourd'hui, on maîtrise la programmation de travaux sur les caractéristiques techniques, sur la nature des composants. L'intégration de ces risques, de ces aléas, nous permet effectivement de donner des informations beaucoup plus fiables. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a ce sujet de changement climatique est désormais intégré dans la cartographie des risques du groupe, et ça fait partie des éléments sur lesquels il faut qu'on apporte des réponses. Ouais. Et est-ce que vous changez votre manière de construire, de faire du neuf à la lumière de cette exposition au risque ? C'est effectivement l'ambition, cette grille d'analyse du patrimoine existant. On peut très bien la reproduire sur des projets tels qu'ils nous sont proposés, soit qu'on les pilote nous-mêmes par de la maîtrise d'ouvrage interne, soit qu'on analyse des projets apportés par des promoteurs, par exemple pour des VFA. Et donc on a effectivement avec cette grille la possibilité d'anticiper, en tout cas d'intégrer dans la prise de décision ces risques en disant tel type de travaux devront être pris en compte ou sont à intégrer dès le programme de base, puisque on a aujourd'hui des informations. Quand on construit, on intègre les risques actuels. On a les plans de prévention des risques qui ont été évoqués là, par exemple, à La Réunion. Donc on intègre ces plans-là. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin et de dire, voilà, puisque la particularité du groupe CDC Habitat, c'est de gérer son patrimoine sur des durées longues, 20, 30, 40, 50 ans, de garder le patrimoine en propriété. Et donc, on sait que voilà, dans 20, 30, 40, 50 ans, ces aléas-là, on va avoir à les gérer. Donc tout ce qu'on aura pu anticiper, tout ce qu'on aura pu lisser comme investissement sur le patrimoine va nous permettre, a priori, c'est ce qu'on pense, nous coûtera moins cher que de faire des réparations qu'on voit qui sont très coûteuses quand les risques sont là et présents et actifs. Et avant d'entendre peut-être M. Baron dans quelques instants, vous avez commencé votre intervention en disant on est un peu dans une logique de communication, on veut faire connaître tout cela. C'est quoi l'intuition? C'est de se dire que ça peut intéresser des collectivités, d'autres acteurs? Oui. Ne serait-ce que sur notre appréciation de l'exposition au risque des territoires, parce que ça commence par une cartographie. Donc, on a cette information qu'on peut essayer de partager avec l'environnement, avec les collectivités, pour leur dire, voilà, nous, on pressent que notre patrimoine sur votre territoire est à risque, et donc on va intervenir. Mais ce qu'on sait très bien, c'est que ce n'est pas notre seule intervention qui permettra de couvrir la totalité de la résilience, et donc on aura besoin d'aménagements sans doute externes au bâtiment, de lieux de repli si on ne peut pas justement gérer tous les sujets. Donc cette résilience, elle passe par pas uniquement des travaux physiques d'adaptation, mais aussi par une organisation de ce que feront les occupants du logement le jour où l'aléa sera effectif. Donc l'intérêt de se travailler avec l'environnement. Ouais. Vous avez des chiffres qui ont émergé en termes de coûts moyens d'adaptation? Alors, sur les 60 sites qu'on a visités en 2021, on est ressorti à une moyenne de 4 000 € au logement de travaux à réaliser. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est relativement significatif, puisque quand on parle d'une réhabilitation sur une résidence de type logement ou logement social, on est dans l'ordre de 30 000 à 40 000 € du logement. Donc quand on voit qu'on rajoute 4 000 €, c'est assez significatif au logement, et c'est même très significatif. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il y a un certain nombre de ces travaux identifiés comme des travaux d'adaptation aux aléas climatiques, qui sont aussi des travaux qui sont nécessaires pour d'autres sujets, comme par exemple, il y a des travaux qu'on fait aujourd'hui sur l'isolation des bâtiments. Donc l'isolation pour l'hiver, pour limiter les consommations de chauffage, elles ont aussi un rôle à jouer en termes de confort d'été. Donc, dans ces préconisations qui ont pu arriver, il y a des préconisations, par exemple, qui disent de renforcer l'isolation. On a forcément une partie de ces travaux qui étaient, entre guillemets, déjà programmés dans un plan de rénovation énergétique du patrimoine. Donc, ces 4 000 €, on ne les prend pas comme étant le surcoût total de l'adaptation, mais c'est bien le chiffrage de l'adaptation au sens en valeur absolue. Merci pour ces éclairages, Monsieur Cauchy. On pourra y revenir tout à l'heure sous l'angle des questions-réponses. Merci beaucoup. On va prolonger notre tour d'horizon avec Sébastien Baron de l'EPTB Vilaine pour parler de l'exemple, notamment du projet Confluence à Redon,
où on intègre le risque inondation. Alors, vous n'êtes pas un partenaire naturel des établissements fonciers, donc c'est bien, merci d'être là. Bien peut-être de rappeler ce que vous êtes, qui vous êtes et à quoi vous servez en quelques mots. Hein. Oui, bonjour. Donc je travaille au sein d'un établissement que je vais vous présenter, qui s'appelle Eaux-et-Vilaine. Donc je vais présenter d'abord l'établissement pour ensuite venir au projet sur lequel nous nous sommes entendus aujourd'hui pour que je présente. C'est une requalification urbaine avec prise en compte du risque inondation à Redon. Quelques mots d'abord pour présenter l'établissement pour lequel je travaille, pour que vous sachiez d'où je parle. Notre établissement, qui s'appelle donc Eaux-et-Vilaine, a pour mission la gestion équilibrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la Vilaine que vous trouverez sur cette carte-là. Donc c'est un bassin. Voilà. L'originalité de notre établissement, c'est qu'on travaille à l'échelle. On est un établissement public, un groupement de collectivités, mais on ne travaille pas à une échelle administrative, mais à une échelle hydrographique, à savoir le bassin versant, qui est la bonne échelle pour travailler sur l'eau. Vous avez quelques chiffres sur la taille du bassin versant. Donc, c'est le plus grand bassin versant breton. On est voisin de Saint-Nazaire. À l'échelle de la métropole, on est sur un bassin versant de taille moyenne, bien plus petit que celui de la Loire, par exemple. Une diapositive ou deux pour résumer notre mission. Gestion équilibrée de l'eau sur le bassin versant de la Vilaine. Qu'est-ce que ça veut dire? On travaille à la fois sur les questions de qualité de l'eau, on travaille sur les milieux aquatiques, on travaille sur les questions de quantité d'eau, donc inondation et étiage étant l'opposé des inondations, sécheresse. L'année 2022 en est une très bonne illustration, malheureusement. On travaille également sur un certain nombre d'usages, eau potable, agriculture, industrie, usagers de l'eau. Et puis, sur le bassin versant, comment est-ce que ça se matérialise? Ça se matérialise par le fait qu'on a des actions générales qu'on porte sur l'ensemble du bassin versant, et puis des actions locales. Ça se matérialise par quelque chose des notions aussi, des principes de solidarité de bassin versant entre l'amont et l'aval, également entre le rural et l'urbain. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur notre territoire, la plus grande agglomération, c'est Rennes Métropole. Et puis ça se matérialise par un document de planification que connaissent les gens qui travaillent dans l'urbanisme, qui s'appelle le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vilaine, qui a pour vocation de concilier l'ensemble des thématiques de l'eau. Et les SCOT, les PLUI doivent être compatibles avec ce SAGE. Voilà qui nous sommes plus concrètement. Syndicat mixte composé des intercommunalités du territoire que vous voyiez tout à l'heure, qui sont majoritaires. On a également les gestionnaires d'eau potable, puisqu'on est producteur d'eau potable, ainsi que les départements et régions. On a des missions un peu générales, socles, et puis des missions dites à la carte. Alors pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, que pas toutes, mais nombre de PCI nous ont transférées. Voilà pour faire vite sur notre présentation. À présent, sur le projet, donc on est sur une requalification urbaine, sur ce qu'on appelle l'île de Redon, qui prend en compte, donc l'originalité, c'est que ça prend en compte un projet de protection contre les inondations. Je vais d'abord vous présenter le cadre un petit peu général, qui n'est pas porté par nous, mais qui est porté par l'agglomération, ainsi que les deux villes de Redon et Saint-Nicolas-de-Redon, qui constituent le cœur de l'agglomération. Il y a un projet politique qui est porté conjointement par ces trois collectivités qui s'appelle Confluence 2030, qui vise à redynamiser le cœur de l'agglomération, arrêter l'étalement urbain, les expansions périphériques et se recentrer sur le cœur de l'agglomération qui a fait l'objet de moins d'investissements depuis quelques années. Pour le rendre plus attractif, voilà un petit peu une première vue du cœur de l'agglomération. Et ça se matérialise par un certain nombre de projets qui sont pour certains en cours de réalisation, d'autres en phase de conception,
ou d'autres un peu plus lointains en phase d'étude. Il manque quelques aplats de couleurs sur cette diapo, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que ça tourne autour de ce secteur-là qui est vraiment le cœur de l'agglomération. Voilà la suite. Voilà, donc ce dont je vais vous parler, c'est la partie centrale qui se situe. C'est un projet parmi d'autres. On a sur cette île une friche industrielle, une entreprise qui s'appelait Garnier, qui produisait du matériel agricole, qui a définitivement fermé dans les années 80, que vous apercevez à la pointe, là, à droite de l'île. Très vaste zone couverte, sur lequel il y a quelques projets, mais qui vivotent. Enfin, il y a quelques espaces qui sont occupés. Mais voilà, ça reste quand même sur une friche industrielle très largement. Et on est sur Redon, on est sur un quartier vraiment historique, sur le quartier des armateurs, parce que Redon était le port avancé de Rennes, côté Atlantique, avec un trafic maritime de l'Atlantique jusqu'à Redon, puis des matériaux qui étaient déchargés à Redon, mis sur des bateaux à fond plat, qui étaient halés, avec un H, donc tirés par les chemins de halage jusqu'à Rennes. C'est ce qui a fait notamment la richesse une partie de la richesse de la ville de Redon. Et on est sur la partie gauche de cette île, sur le quartier dit des armateurs, donc un quartier historique avec un fort patrimoine. La première chose, premier projet qui va sortir de terre sur ce quartier consiste à rénover un quai. Ça, c'est sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Redon. Vous avez à gauche la vue aujourd'hui avec les voitures et la vue demain où le quai va être redressé. Et puis voilà, les cheminements vont être un peu plus partagés entre les piétons, les vélos, les véhicules repoussés un petit peu plus loin des bateaux et de l'eau. Voilà. Et puis donc vous avez une vue en coupe sur la droite. Et puis alors c'est un petit peu subtil, mais au pied de l'arbre, vous avez une petite barrière là. Ça c'est notre job à nous. Je vais vous le présenter. Voilà une vue d'ensemble du projet tel qu'il est prévu. C'est assez ambitieux, 76 logements, 6500 m² d'activités tertiaires et de commerce, des espaces publics ouverts et couverts avec simplement quelques halles qui sont conservées en partie haute du dessin, mais le reste est détruit, complètement reconstruit. Mais ce secteur est concerné par les inondations. Alors il est de manière partielle. Vous avez sur la gauche la carte du plan de prévention des risques d'inondation. C'est un risque d'inondation qui est connu de longue date, puisqu'on a vous voyez qu'un PPRI qui a été approuvé en 2002 et qui est même en cours de révision par les services de l'État, qui identifie les zones inondables. Donc tout ce qui n'est pas blanc est inondable. Tout ce qui est rouge, ce sont les zones inondables non bâties qui sont gelées en urbanisme. Tout ce qui est bleu, ce sont les zones inondables bâties sur lesquelles on a des contraintes d'urbanisme, pour résumer. Alors vous voyez que sur l'île qu'on retrouve à gauche, la partie blanche, là, sur laquelle on trouve cette friche industrielle, est un petit peu plus haute, parce que ça avait été surélevé à l'époque. Donc elle n'est pas inondable. Par contre, on a vous voyez qu'on a une partie bleue qui couperait l'accès à la pointe de l'île pour la crue qui a été modélisée, donc la crue centenale, donc c'est-à-dire qu'il y a une période de retour, une probabilité sur 100 de se produire chaque année. C'est un risque d'inondation également connu de longue date parce qu'on est sur un secteur qui connaît des inondations fréquentes, 95, 2001 pour les plus fortes, puis plus récemment 2014. Voilà, j'ai mis une photo de ce même quai qui a été partiellement inondé cette année-là. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a étudié différents scénarios. On a fait de l'hydraulique, j'allais dire évidemment, pour réactualiser nos hauteurs d'eau. Et puis on a étudié différents scénarios de protection qu'on a présentés à nos élus de la ville et puis de l'intercommunalité, qui ont choisi un scénario, un objectif de protection pour une crue centenale, donc au niveau de référence du PPRI, avec, vous voyez sur la gauche, il y a une reprise de la voirie. Alors ça va être inclus dans la rénovation du quai par la ville. Et nous, par-dessus, on va venir ajouter une protection amovible pour atteindre le niveau de protection que l'on souhaite. Il y aura également une reprise du réseau des eaux pluviales à cette occasion.
Lorsqu'on protège un quartier comme ça, il faut raisonner des deux côtés. Maintenant, la réglementation parle de système d'endiguement. Il faut appréhender les choses de manière globale. Donc, en complément, vous avez le trait rouge qui matérialise la création d'une digue en terre pour avoir un quartier qui sera îloté. De l'autre côté, la partie violette est inondable, mais les élus ont choisi de partir sur plutôt un système de protection individuelle, adaptation individuelle de chacun des logements, dans une démarche assez proche de ce qui vient d'être présenté juste auparavant. Et puis lorsqu'on protège un quartier comme ça de manière périphérique, il faut aussi penser que pendant qu'il sera protégé, il peut pleuvoir. Donc il faut reprendre les eaux pluviales pour éviter de faire piscine à l'intérieur. Et donc on crée une station de pompage. Voilà le programme. Des barrières amovibles, voilà à quoi ça ressemble. On en a, nous, déjà juste en face, à Saint-Nicolas-de-Redon, sur un quartier qui est déjà protégé. On a cette habitude-là. Voilà en vue, en coupe, ce que ça peut donner. Vous voyez qu'on vient s'intégrer, donc c'est là tout l'enjeu du projet. On intègre le projet de protection dès la conception de la rénovation du quai, en particulier pour les fondations et les profils. Et ça veut dire qu'au quotidien, on ne verra rien, enfin, si ce n'est un seuil, et on viendra mettre ces protections uniquement en cas d'inondation. On a le luxe, je mets des guillemets, à Redon, de les voir venir assez longtemps à l'avance, ces inondations, puisqu'on est sur des inondations lentes de plaine. On est tout à l'aval du bassin, donc on a au moins 24 heures pour voir venir les inondations. Et puis un merlon en terre de l'autre côté que j'évoquais. Bon, voilà, un noyau d'argile pour que ce soit étanche et un couvert végétal, quelque chose d'assez simple. Puis on a réfléchi aux accès parce qu'évidemment la sous-préfecture, des DTM, les pompiers nous ont dit oulala, vous allez, enfin ils disent à la ville, vous allez ramener beaucoup d'habitants, beaucoup d'activités sur cette zone-là qui peut être concernée par les inondations. Donc on a une réflexion aussi en parallèle sur tout ce qui est sécurité civile, gestion de crise, les accès notamment. Donc on est en train de travailler là-dessus, sur les accès. Donc on a un premier accès à droite, on sait qu'il va être inondé très rapidement. L'accès à gauche va être protégé jusqu'à la crue de période de retour 100 ans. Mais il faut aussi qu'on imagine ce qui peut arriver pour une crue supérieure. Donc on regarde les derniers accès, notamment des accès piétons qui peuvent être utilisés en dernier recours. Voilà rapidement sur ce projet. Pour remettre ce projet un peu aussi dans son contexte, on est sur un territoire qui est impliqué de longue date dans la prévention des inondations. On n'est pas sur un territoire où on a du déni des inondations, ce qui peut arriver par ailleurs. C'est connu, c'est assumé, les élus en parlent, on vit avec et on fait avec. Voilà. De toute façon, ça revient régulièrement. Qu'est-ce qu'on a fait depuis quelques années? On a posé des repères de crues, vous savez, qui matérialisent les hauteurs d'eau. Donc on a posé 27 sur la commune de Redon, donc sur les façades, c'est fait pour être vu. La commune a élaboré son plan communal de sauvegarde, c'est-à-dire son plan de gestion de crise, et a élaboré son document d'information communale sur les risques majeurs. Donc, c'est une plaquette pour informer les habitants sur les risques et sur les bons réflexes à adopter. Sur ce secteur-là, je le disais tout à l'heure, on dispose de l'outil Vigicru, qui est un outil national qui couvre les principaux axes fluviaux. Et donc, on est à l'aval du bassin, donc on a un temps d'anticipation. De notre côté, on a déjà cette expérience-là, puisqu'on gère un système d'endiguement juste en face à Saint-Nicolas-de-Redon. Et puis, il y a un projet un peu plus assez emblématique pour nous, tout près, là, à 500 mètres de l'île de Redon, où on a une zone industrielle portuaire qui a été lourdement inondée en 1995 puis en 2001. On a porté, nous, pendant pas mal d'années, un projet de protection de cette zone qui s'est avéré très onéreux par rapport aux résultats, aux bénéfices attendus. Et on a repris quelques années plus tard ce projet à l'envers, où là, aujourd'hui, on est en train d'accompagner le déménagement des entreprises les plus exposées de façon à réduire la vulnérabilité de cette zone de manière durable. On peut parler de repli stratégique pour être un petit peu positif dans les termes, de déconstruction et renaturation. Voilà pour ces éléments. Je suis à votre disposition pour toute question. Vous avez soulevé un élément de réflexion sur la culture du risque. Donc, a priori, il n'y a pas de déni à Redon. Par contre, ce n'est pas le cas partout. Il y a peut-être d'autres territoires où il faut discuter davantage, sensibiliser, faire éveiller les consciences.
Oui, c'est un travail un peu permanent, c'est-à-dire qu'on sait que comme tout travail de prévention, quel que soit le sujet, la prévention des accidents du travail, c'est toujours la même chose. Si on n'a pas eu d'événement depuis quelques années, et tant mieux, les choses s'oublient. Des sociologues ont travaillé là-dessus. On sait que 10 ans après un événement majeur sur un territoire, si on ne fait rien pour entretenir cette mémoire, on vit comme si l'événement n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire que si vous interrogez les gens, ils vont se souvenir. Par contre, ils ne vont pas forcément intégrer à leur quotidien, alors je dis les gens, mais ça peut être au sens large, hein, les élus, intégrer au quotidien le fait que ça puisse revenir. Donc c'est un travail, c'est le travail de Sisyphe, quoi, hein. C'est en permanence, il faut revenir dessus. Je mets des guillemets, profiter d'un événement, surtout s'il n'est pas trop dommageable, pour resensibiliser, sortir des cartes. Puis après, lorsqu'on a des dispositifs réglementaires comme des PPRI, ça grave dans le marbre l'existence de ces risques et les mesures à adopter. Oui. Il y a une autre dimension de vos missions, c'est aussi de faire des diagnostics à domicile auprès de particuliers pour leur dire voilà ce que vous pourriez faire. Alors, peut-être pas sur le mode de CDC Habitat, mais quand même, vous allez sur le terrain, c'est ça ? Oui, absolument. Lorsqu'on est sollicité par des élus, ils ont des problèmes d'inondation, des administrés qui les interpellent, ils nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Le premier réflexe, c'était pour tout le monde, c'est est-ce qu'on peut faire des protections dites collectives, des digues, des barrages. Voilà. Donc on en gère, nous, un certain nombre. On a des projets d'en construire même de nouveaux, mais il faut qu'on s'assure par l'intermédiaire d'un certain nombre d'études que ça fonctionne et que c'est efficace. Et puis, il faut aussi qu'on utilise l'argent public de manière efficace. Éviter de faire des ouvrages très onéreux pour ne protéger que 2 ou 3 maisons. Donc, en complément de ça, on a un autre dispositif qui vient du fonds Barnier, qu'on développe sur le bassin, qui consiste à accompagner de manière individuelle les logements, propriétaires de logements, d'entreprises ou de bâtiments publics qui se trouvent en zone inondable, sur lesquels on n'aurait pas de solution collective. On va passer plutôt sur des solutions individuelles avec un diagnostic. Alors c'est une démarche qui est volontaire, on incite les gens à s'inscrire là-dedans. Diagnostic individuel avec un diagnostiqueur qui vient chez eux en mesurant la cote du seuil de la maison, en prenant les cotes disponibles pour identifier la hauteur d'eau potentielle dans le bâtiment. Est-ce que c'est 10 cm ou est-ce que c'est 80 cm? Un diagnostic de l'ensemble de la maison pour connaître les vulnérabilités, des recommandations. On prend en charge, nous, ce diagnostic complètement avec une aide dans le cadre de notre PAPI, du fonds Barnier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques années, on a un deuxième levier, c'est qu'on peut aider les particuliers à réaliser leurs travaux avec une subvention à hauteur de 80%. La mesure la plus courante étant le fait de mettre en place ce qu'on appelle des bâtards d'eau, c'est-à-dire des barrières en travers des portes pour éviter à l'eau d'entrer, sans oublier de mettre un clapet anti-retour sur l'évacuation des eaux usées pour éviter que l'eau ne remonte par là. On est sur quel type de montant de travaux pour ça ? Là, en moyenne, on est sur 5 000 € par logement. Et on paye 20% de ces 5 000 € quand on est un particulier, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça. Merci, c'est très concret. Merci beaucoup. On va garder un petit peu de temps encore pour notre dernière intervenante, qui est Chloé Tran-Ducmin du CEREMA. Alors, je crois que vous êtes venu également avec un support. Hein. On va pouvoir changer de diaporama. Alors vous êtes basé à Nantes, voilà. Vous venez en voisine. En voisine. Alors le CEREMA est connu des opérateurs fonciers, mais pas forcément sur mes sujets à moi, puisque on a un gros volet foncier au CEREMA, donc je pense que vous connaissez certains de mes collègues. Donc moi je suis plutôt sur le sujet de l'aménagement en zone à risque, donc en zone inondable, cours d'eau, ou bien sur les stratégies littorales, parce qu'avec l'érosion côtière et la submersion marine. Alors moi j'ai des collègues qui travaillent sur le foncier, mais je ne travaille pas souvent sur ces sujets-là, donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir des échanges avec vous pour lier un peu nos sujets, parce que vraiment on sent que de plus en plus il va absolument falloir que la politique des risques prenne en compte le foncier
et à l'inverse que le foncier, dans ses stratégies, notamment dans l'appui des collectivités, intègre bien les politiques de risque en anticipation de nos problématiques à nous. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre ou à intervenir, enfin à poser des questions. Alors, j'ai 2 sujets pour mon intervention. Il y a se loger sur les territoires à risque d'inondation, et je vais vous parler un petit peu de Grenoble. Et puis, il y a la question de déshabiter aussi. Ça a été évoqué déjà largement tout à l'heure, mais voilà, on se loge en zone à risque, mais aussi on doit se déloger des zones à risque. Donc, je vais aborder un petit peu les 2 sujets au cours de mon intervention. Alors, sur les risques d'inondation de cours d'eau, il y a une évolution de la réglementation pour les plans de prévention des risques d'inondation. Donc, plan de prévention des risques d'inondation que Sébastien a déjà évoqué tout à l'heure, c'est la réglementation de l'urbanisme pour le futur et en général à la parcelle. Donc, sur chaque parcelle, on dit vous avez le droit de construire, vous n'avez pas le droit. Si vous avez le droit, vous construisez avec telle et telle contrainte. En 2019, il y a eu une évolution assez significative. C'est que la notion d'urbanisme de projet a été intégrée pour le renouvellement urbain. Donc pour nous, c'est vraiment un changement fondamental d'appréhender la façon dont on va pouvoir aménager en zone inondable. C'est venu notamment du fait que la politique des risques a été très restrictive à partir du moment où elle s'en est emparée. Les politiques publiques se sont emparées du sujet, et ça a été vraiment un tour de vis pour contrer tous les effets négatifs de ce qui avait été produit avant, donc très restrictif. Et puis on est venu buter contre d'autres politiques publiques qui, elles, luttent contre l'étalement urbain. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas dire vous ne construisez plus en zone inondable, vous construisez ailleurs, quand d'autres politiques nous disent non, vous construisez là où c'est déjà urbanisé, donc vous n'allez pas ailleurs. Donc c'est un petit peu cette bascule qui permet aujourd'hui d'essayer de concilier pas mal de contraintes différentes. Donc aujourd'hui, on peut faire des projets en zone inondable, mais évidemment, il y a des contraintes qui perdurent. C'est la neutralisation des rez-de-chaussée. On ne fait pas de logements de locaux à usage de sommeil en zone inondable. Et puis, il y a les usages donc, à adapter. Donc ça fait appel à des contraintes spatiales et économiques. Et là, le foncier, du coup, vient prendre toute sa place, puisque pour un même nombre de logements, on va devoir avoir plus de place, puisqu'on n'aura pas les rez-de-chaussée qui seront utilisés pour les logements. Et puis la culture du risque, Sébastien en a parlé, ce qui est fondamental pour pouvoir rendre ces zones habitables sans risque pour la vie humaine. Alors, je vous disais que ce décret date de 2019. Il y a des plans de prévention des risques qui ont apporté des éléments de doctrine. Déjà, la Direction générale de la prévention des risques, la DGPR, a commencé à évoluer et à accepter des choses dans des plans de prévention des risques qui aboutissent à la fin à ce décret. Donc, je ne vais pas vous les détailler, bien sûr, mais c'est pour vous montrer la logique un petit peu. Donc là, c'est le PPR de Marseille, qui définit, en plus de cette réglementation à la parcelle habituelle, donc il date de 2017, le PPR de Marseille, enfin il a été approuvé en 2017, donc ils ont commencé à y réfléchir peut-être en 2014-2015. Donc il introduit des espaces stratégiques de requalification qui sont situés dans des zones déjà urbanisées, donc on sait bien ce qu'on dit, c'est en zone urbanisée pour essayer de limiter l'étalement urbain, et puis aussi parce que des fois il y a un besoin fort de renouvellement urbain et de réhabilitation de quartiers qui sont déshérités ou qui commencent à être disqualifiés. Et donc c'est vraiment la question de la réhabilitation urbaine. Donc en renouvellement urbain, même s'ils sont touchés par des aléas, y compris des aléas forts. Donc des aléas forts, c'est normalement là où on considère qu'il y a un risque pour la vie humaine, et habituellement rien n'est autorisé quand c'est de l'urbanisation à la parcelle, de la réglementation à la parcelle. Et alors là où je veux mettre l'accent, c'est que le principe de l'espace stratégique de requalification est de rendre possible ces projets d'ensemble qui sont basés sur des opérations de démolition et de reconstruction. Ce qui veut dire que vraiment, déjà, ce qui était vu, c'est que si on ne travaille pas à une échelle suffisante, on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas compter simplement sur des initiatives individuelles avec des maisons individuelles pour avoir un équilibre à l'échelle d'un quartier, notamment à cause des contraintes de rez-de-chaussée, des contraintes constructives. Donc cette opération d'ensemble, elle doit être portée
par la puissance publique. C'est vraiment, c'était la condition sine qua non dans le plan de prévention des risques d'inondation. On va faire quelque chose dans ce quartier, mais la collectivité va le porter. Ça ne peut pas se faire autrement. Et ça concerne quand même donc 216 logements, 1220 logements. Et puis Capelette, c'est un peu différent, c'est vraiment très disparate. Il y a de l'activité complètement en désuétude, il y a des jardins partagés, il y a un peu d'habitat. Donc c'était vraiment très très disparate. Et seule la puissance publique pouvait s'emparer du sujet pour pouvoir aboutir à quelque chose. Un peu plus près de nous, à Rezé, il y a le PPRI de Loire-Aval qui comprend l'agglomération de Nantes. Et donc, à Pirmil-les-Îles, c'est un quartier de friche industrielle. C'est près d'Atout Sud, si vous situez pas loin de Trentemoux, le quartier Trentemoux. Donc là, à gauche, vous avez le premier périmètre d'études. Le périmètre d'études, c'est ce qui est en pointillé noir. Et puis, avec une volonté vraiment de Nantes Métropole, pareil, toujours de dire il faut densifier, on n'a pas le choix, on a des friches ici, on doit en profiter pour faire du logement. Et donc la DDTM a commencé à réfléchir à cette possibilité de renouvellement avec du logement à la place de friches industrielles, alors on est vraiment sur les bords de Loire. Hein. Donc la métropole est arrivée avec un premier projet, et puis à force de discussion, à force de négociation, ça n'a pas toujours été simple, mais la DDTM a amené le porteur de projet à élargir, enfin, avec les contraintes données par la DTM, ont amené le porteur de projet à élargir son périmètre d'études. Et donc, à droite, vous avez à la fin, donc le périmètre en bleu, c'est la concertation, et si vous voyez quand même un petit peu les pointillés, c'est le périmètre d'études proprement dit pour le projet à venir. Et ce que je veux vous montrer par là, c'est que le périmètre de réflexion, avec l'ensemble du foncier notamment, qui sera pris dans l'opération, doit être à la bonne échelle. C'est-à-dire que parfois, il faut aller sur des secteurs qui sont aussi moins exposés pour pouvoir équilibrer les opérations. Parce qu'une opération en zone d'aléa fort coûte extrêmement cher. Extrêmement cher pour des capacités de production de logement qui sont limitées, puisqu'on va avoir des hauteurs d'eau qui seront très fortes. Donc pas de parking, pas de rez-de-chaussée, peut-être même pas de commerce, donc vraiment de l'espace perdu. Et pour un promoteur, dans l'équilibre de son opération, c'est assez fondamental de pouvoir avoir aussi du foncier qui est moins exposé, mais qui est compris dans l'opération pour pouvoir non seulement équilibrer ses coûts, et puis aussi, pour faire vivre un quartier, de maintenir quand même des fonctionnalités qui sont importantes. Là, on parle de 3000 nouveaux logements. Si on n'a pas réfléchi à comment faire une école, on va perdre quand même quelque chose sur l'équilibre du quartier. Et ce que vous dites là, qui est valable en zone urbaine, c'est le cas aussi en rural, semi-rural, ou les questions ne se posent pas du tout comme ça? Alors, les questions se posent différemment, parce que là, je vous parle vraiment de renouvellement urbain. Alors en semi-rural, il peut y avoir du renouvellement ponctuel, mais peut-être ça sera plus de la réhabilitation ou de la rénovation que des grosses opérations. Là, on est sur 3000 logements, ce sont vraiment des grosses opérations. Donc peut-être après, justement, c'est peut-être plutôt aux personnes de la salle de vous répondre. En rural, en zone inondable, plutôt on n'y va pas, donc la question ne va pas trop se poser. Mais sur des opérations qui peuvent allier différents types de fonciers, c'est peut-être pas venu de n'importe où. Voilà, si les porteurs de projets l'ont amené sur la zone d'inondation, c'est peut-être parce qu'ils avaient déjà une expérience ailleurs. Et donc, nous, sur notre exemple grenoblois, on s'est emparé de ces expériences. Il y a eu ce décret qui est arrivé. On a la DDT qui révise ces PPRI. Donc là, il y en a un qui arrive, qui va être approuvé, et l'autre qui est vraiment en cours de concertation sur le DRAC et sur l'Isère, et qui introduit une obligation de résultat plutôt que de moyens. Donc c'est-à-dire que ce ne sont plus les services de l'État qui disent sur telle parcelle, vous mettez à telle hauteur et vous mettez les circuits électriques de telle façon. C'est sur des secteurs de projet, donc plus grands, on est toujours en renouvellement urbain. C'est vous, porteurs de projet, vous regardez ça à l'échelle de l'ensemble du périmètre et vous nous faites la démonstration que vous réduisez la vulnérabilité globale de ce qui existait avant.
Donc ça implique des constructions, reconstructions, ça implique des changements de destination, mais ça implique de repenser aussi potentiellement toute une trame urbaine. Donc c'est là où on peut jouer sur, voilà, si on a une maîtrise du foncier suffisante, ou si on a une capacité de négociation suffisante avec les propriétaires, on peut vraiment jouer sur des projets bien plus intéressants de valorisation, de réhabilitation d'une ville, contrairement à des opérations plus ponctuelles. Donc la DDT introduit cette possibilité. Et en parallèle, Grenoble Métropole se dit oui, très bien, seulement nous, des fonciers libres, on n'en a pas, des grandes opérations, on ne pourra plus en faire parce qu'on est tellement contraint, tellement urbanisé. Comment on fait? Donc on travaille avec eux pour l'élaboration d'un guide qui essaye de tirer tous les leviers possibles en fait, de l'aménagement en zone inondable. Donc on a identifié toute la chaîne de l'aménagement dans les porteurs. Donc il y a les collectivités en premier lieu, l'État bien sûr puisqu'ils font le plan de prévention des risques, les promoteurs, les bailleurs sociaux que vous connaissez mieux que moi, les aménageurs, les gestionnaires de réseau puisque c'est assez fondamental pour la vie d'un quartier en zone inondable, les architectes, les paysagistes, les bureaux d'études, les notaires, les usagers à la fin. Et donc, on a commencé par une écoute de leurs besoins. On a fait des entretiens pour savoir, eux, comment ils se situent dans cette nouvelle réglementation. Est-ce qu'ils ont déjà sorti des projets en zone inondable? Quelles ont été leurs contraintes? Il y a des projets qui ont capoté à cause des contraintes d'inondation qu'ils n'avaient pas anticipées. Donc, ça nous a beaucoup intéressé de comprendre pourquoi ils n'avaient pas anticipé, comment ça se fait, pourquoi ils n'étaient pas au courant. Et puis, parfois, c'est le surcoût qui n'a pas été bien évalué. Et donc, ce guide-là, il a pour objectif de vraiment prendre toute cette chaîne et de voir comment chacun doit aussi dialoguer en amont, en aval. Et si on remonte, à chaque fois, on nous disait, donc le bailleur social nous dit oui, mais l'aménageur, il ne nous donne pas une parcelle suffisante parce que nous, nos contraintes de prix de sortie fait qu'on a besoin de faire toute la parcelle. Donc, sur le caractère non urbanisé d'une partie du terrain, il faudrait le mutualiser et qu'on ait le droit d'aller au maximum de ce qui est possible par parcelle et que ce soit la parcelle d'à côté qui fait des logements plus chers, qui donne un peu plus d'espace vert et en plus qui valorise aussi son opération avec de l'aménagement paysager. Donc voilà, c'est en remontant comme ça, et chacun pouvait dire qu'il essayait de faire son maximum, mais il fallait que celui d'avant le fasse. Et en amont, tout en amont, on a les collectivités. Et là, c'est vraiment la stratégie foncière de la collectivité qui doit prendre le pas sur le reste en termes de politique publique à Grenoble. Parce que, donc là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais tout est rosé, plus ou moins. Donc tout ce qui n'est pas blanc, c'est comme à Redon, tout ce qui n'est pas blanc est à risque. Donc il n'y a pas grand-chose qui ne le soit pas. La différence de couleur, c'est simplement la valeur de certaines réglementations. Mais donc il y a du risque partout. Et les collectivités, elles sont complètement démunies. Donc c'est pour ça que je suis contente de pouvoir parler à des opérateurs fonciers. Comment les guider? Nous, on fait un guide pour les porteurs de projets. Comment faire un guide pour les collectivités dans une stratégie foncière? Là, aujourd'hui, notre guide, il va sortir à la Toussaint. Mais ça, c'est le côté aveugle de ce qu'on peut travailler nous, puisque ça ne nous appartient pas. Là, on est vraiment sur les aménageurs et les promoteurs dans notre guide. Donc vraiment, c'est intéressant de travailler sur ces questions-là avec les collectivités. Et puis, pour répondre à la question du jour, maîtrise foncière et réhabilitation des logements, est-ce que c'est le duo gagnant? Pour nous, oui, très clairement. Parce qu'on travaille comme ça à toutes les échelles. C'est ce qui a déjà été largement un petit peu abordé à travers chacune des présentations précédentes. Il y a des choses qui peuvent se faire au niveau du logement. Il y a des choses qui doivent se faire au niveau plutôt collectivité ou plutôt aménagement d'ensemble. Mais en général, on s'aperçoit que l'un ou l'autre ne résoudra pas tout. Donc c'est vraiment d'agir sur toutes ces possibilités, tous ces leviers à la fois qui peuvent à la fin arriver à une maîtrise du risque dans une zone urbanisée. Donc oui, la maîtrise foncière avec stratégie foncière en amont et ensuite à chacun son rôle
qui descend pour pouvoir avoir aussi la responsabilisation des particuliers à la fin, pour qui le risque ne sera pas forcément nul. C'est une sensibilisation, et les bâtards d'eau, c'est vraiment savoir comment on met son bâtard d'eau, et puis et savoir qu'il faut le mettre à un moment donné. Donc c'est vraiment toute cette logique qu'on essaye d'aborder, nous, dans ce guide. Il nous reste 4 à 5 minutes, peut-être pour recueillir des questions, des commentaires, des interventions. Oui, alors attendez, on va essayer de vous amener un micro. Merci. Il y en avait déjà un là-bas. Oui, je voulais poser une question, madame, sur votre idée de stratégie foncière. Pour faire une stratégie foncière, il faut avoir un objectif, il faut avoir un objet, un guide qui nous permette de déterminer comment on va s'y prendre. Et donc là, je n'arrive pas à faire le lien dans ce que vous dites, notamment sur le cas de Grenoble, entre cette stratégie foncière, maîtrise foncière. Je n'arrive pas à voir quel est le lien entre les deux. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir une stratégie foncière aujourd'hui? C'est facile de dire je vais avoir une stratégie foncière, mais pourquoi faire? Alors, c'est précisément ce que nous disent les aménageurs, en tout cas. Nous, ils nous disent, OK, on a des clés maintenant pour travailler, pour aménager en zone inondable, mais tant qu'on n'a pas le foncier suffisant pour travailler, on ne peut pas faire. Et comme vous nous dites, et comme le PPRI nous dit, ça doit être porté par la puissance publique pour avoir une maîtrise du projet, comment est-ce que ça s'articule? Donc, je n'ai pas forcément la réponse non plus, justement, c'est là où on vient, nous, à la croisée de toutes ces interrogations. Et c'est aussi facile pour les porteurs de projets de dire c'est la collectivité qui ne nous donne pas les clés. Enfin, on voit bien que chacun se renvoie un petit peu la balle. Et à un moment donné, l'idée, c'est quand même de se mettre autour de la table et de dire, bon, OK, la métropole de Grenoble est extrêmement contrainte, parce que là, vous avez les zones de risque d'inondation, mais il y en a d'autres. C'est un peu comme, c'est pas la Réunion, mais bon, il y a quand même pas mal d'autres choses aussi. Et comment aboutir, à un moment donné, à une vision politique des collectivités pour faire évoluer certains quartiers? Comment en prendre la mesure? Donc, on parlait de culture du risque, mais ça passe aussi par la sensibilisation des élus. Et du coup, comment les amener à réfléchir? Est-ce que c'est le rôle des établissements publics fonciers que d'amener une collectivité à réfléchir sur la façon dont elle peut s'y prendre pour avoir une stratégie d'urbanisation et avoir une stratégie de maîtrise du foncier? Peut-être que c'est pas la bonne question au bon public, mais c'est quelque chose, en tout cas moi, qui m'intéresse de creuser. Donc si vous me dites que c'est pas du tout ça, alors j'irai. Non, loin de moi à ce propos, au contraire. On a l'habitude de mettre en place des stratégies foncières. C'est l'objet. Quand on a un PLH avec des objectifs quantifiés, territorialisés, la stratégie foncière derrière, ça renvoie à ce qu'on se disait au premier débat ce matin. On va aller chercher les friches et les endroits où il y a de la mutabilité, où on pourra éventuellement acheter des fonciers pour les proposer pour faire du logement social. Là, j'arrivais pas bien à voir. En fait, on pourrait tout acheter le quartier en se disant je vais tout démolir, tout reconstruire avec des préconisations qui sont compatibles avec les risques, les aléas qui ont été identifiés. On ne peut pas raisonner comme ça. Donc, je n'arrivais pas à voir le lien. Est-ce qu'il y a, comme à Redon, à tel endroit, il y a un risque majeur. Si on intervient à tel endroit, on va pouvoir minimiser fortement les aléas. À ce moment-là, on va acheter un ou deux biens qu'on va maîtriser et sur lesquels on va pouvoir réaliser des ouvrages peut-être qui nous permettront d'améliorer les aléas. Donc c'est à l'échelle d'une ville d'une agglomération comme Grenoble et la superficie de l'aléa majeur, j'ai du mal à voir quelle stratégie on pourrait développer pour quel objet. Alors je pense en effet, ça ne peut pas être une stratégie. Enfin, on ne peut pas dire on va tout acheter, c'est le public qui va gérer le foncier de Grenoble. En effet, après, il y a pas mal de communes différentes, donc toutes ne sont pas concernées de la même manière, et certaines ont vraiment, probablement, des opportunités à saisir. Donc voilà, mais c'est vraiment un sujet. Si c'était simple, ils l'auraient déjà fait. J'entends bien, mais c'est vraiment maintenant que les choses s'éclaircissent un peu. Sur la capacité des collectivités à mener des grands projets, c'est aussi, à mon avis, le moment pour elles de se pencher sur leurs moyens d'action concrets,
accompagner des projets, impulser une dynamique, oui, mais peut-être à un moment donné, c'est à elle aussi de s'emparer concrètement des opportunités foncières, s'il y en a, ou de les créer, ou de contraindre. Voilà, il y a nous, on a listé différents leviers d'action. Peut-être il y a aussi différents leviers d'action côté collectivité pour amener les porteurs de projets à pouvoir sortir des projets en ayant la maîtrise un petit peu d'une surface suffisante, sans forcément que ce soit une propriété publique, mais avec des règlements qui soient associés à des propriétés publiques stratégiques et qui puissent, elles, leur permettre de contrôler un petit peu ce qui se passe dans un secteur. Je pense que c'est comme ça que ça peut s'aborder. Et en termes de stratégie, vous disiez qu'il faut dézoomer un peu de temps en temps, avoir le secteur inondable et puis la proximité immédiate. C'est peut-être là-dessus qu'il y a les cartes à jouer finalement, sur le plan foncier, en maîtrise foncière en tout cas. Prenez bien le micro. Voilà. C'est vrai que je pense qu'il y a effectivement deux choses, parce qu'il y a la maîtrise foncière, une stratégie foncière, mais qui n'est pas directement associée au risque. En fait, le risque vient s'imposer ou s'opposer à la maîtrise foncière. Comment effectivement après le projet transcende ce risque pour le transformer, mais est-ce que voilà, après la question, est-ce que c'est le risque qui crée le projet, enfin je sais pas, c'est vrai que moi aussi du coup je me suis posé la question de la corrélation entre le risque, l'appréhension du risque et la stratégie foncière. C'est vrai que par rapport la stratégie foncière rentre dans une politique globale, c'est la collectivité qui va définir sa stratégie foncière au regard du développement de sa ville, de sa commune. Et je pense que le risque vient après comme un élément qui va s'imposer au foncier et qui va être appréhendé avec aujourd'hui des solutions pour permettre la sortie des opérations. En général, oui, mais là, c'est comme la contrainte est telle que c'est peut-être justement ça qu'il faut arriver à faire, c'est d'inverser le raisonnement, en fait. Voilà, d'avoir ce risque comme entrée. C'est pas la contrainte qui s'ajoute après, mais c'est la contrainte qu'on pense dès le départ. Et on organise après le reste, comment ça s'organise à partir de cette donnée initiale qui est la donnée principale pour pouvoir ensuite pouvoir sortir un projet. C'est justement là où, à mon avis, il y a quelque chose, une bascule à faire dans la façon des collectivités d'appréhender leurs projets et l'accompagnement des porteurs de projets sur leur territoire. Un complément de Jean-Louis Granvaux. Oui, nous, maintenant, les PPRI deviennent finalement une contrainte tellement forte, parce que finalement, on a beaucoup de terrains qui sont en zone rouge totalement inconstructibles, que la stratégie d'aménagement, enfin le projet d'aménagement et la stratégie foncière qui en découle deviennent une résultante du PPRI, ce qui est complètement paradoxal, mais c'est un peu ce qui se passe, quoi. Enfin, en tout cas, pour des territoires très contraints comme ceux que je vous ai présentés à La Réunion. Et je pense qu'on va se retrouver avec cette contrainte aussi en métropole, dans certains coins du territoire. Donc, c'est une donnée à prendre en compte pour l'avenir. Sébastien Baron. Oui, c'est vrai qu'on part d'une situation où, lorsqu'on a un PPRI, on peut se dire que ça a amené les années précédentes à bloquer un certain nombre de projets. Là, avec cette notion d'urbanisme de projet, ça rebat un petit peu les cartes. Et le lien avec le foncier, on peut le voir dans le sens où, puisqu'il y a des objectifs de résultats, si on appréhende ça, encore une fois, en dézoomant de manière un petit peu globale, si on a des bâtiments un petit peu anciens, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On les garde, on les réhabilite, voilà, qui seraient en aléa fort. L'appréhension globale, un petit peu en dézoomant, peut amener à faire peut-être des acquisitions foncières dans des zones d'aléa faible et d'appréhender ça à l'échelle globale en disant, voilà, on arrête, on enlève certains biens en aléa fort, on reconstruit, on réhabilite ou on densifie en aléa faible. Globalement, on a un gain d'un point de vue du risque, mais ça ne marche que si on a anticipé le fait qu'il nous faut du foncier ou de la réhabilitation
en aléa faible. Donc c'est cette appréhension-là qui est intéressante aujourd'hui. Oui. Il y a 2-3 aspects qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer encore, mais vous pouvez peut-être les citer, qui sortent un peu des écrans radars de maintenant. C'est sur les baux immobiliers de longue durée par rapport à l'évolution du trait de côte. Oui. Il y a des nouveautés récentes, mais qui ne sont pas financées. C'est ça. Alors, juste pour vous, ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur le prix aussi des maisons. Là, on parle du risque d'érosion. Et alors, à La Réunion, l'avantage, c'est qu'il y avait le fonds Barnier qui pouvait financer. L'avantage, ou en tout cas, le choix qui a été fait, c'est que le fonds Barnier puisse financer. Là, quand on parle d'érosion côtière, la direction générale des risques du ministère ne considère pas ça comme un aléa qui est dont les conséquences sont subventionnables par le fonds Barnier. Et malgré tout, on voit bien que la vue sur mer continue d'attirer. Donc là, c'est une capture, c'est 10 minutes de recherche sur un seul site d'agence immobilière. Donc ça fait pas, on n'est pas sur les propriétés exceptionnelles à plusieurs dizaines de millions d'euros qui peuvent se vendre en ce moment sur certaines côtes. Donc là, voilà, on a à Piriac 1 400 000 euros. En ce moment-là, et Piriac, c'est quand même... Alors, je ne vous dirai pas si c'est vraiment si elle va s'effondrer l'année prochaine, ce n'est pas le cas. Mais en attendant, c'est quand même des secteurs qui sont identifiés comme à risque, des communes dont on sait qu'il faut faire très attention quand on achète une maison vue sur mer. Et je ne pense pas que le propriétaire en fasse une grande publicité. Et les personnes qui se renseignent, je ne pense pas non plus qu'elles aient ça en tête. Donc, si vous dites qu'il n'y a plus que quelques minutes, donc je ne vais peut-être pas forcément défiler le reste, mais il y a la loi climat-résilience, vous la connaissez parce qu'il y a un gros volet sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Nous, on la connaît un peu plus sur son... Alors, c'est toujours le même chapitre, c'est le chapitre Se loger, le titre Se loger, mais c'est le chapitre 5, habiter en zone... lutter contre les effets du dérèglement climatique. Et il y a tout un tas d'outils qui se mettent en place, notamment un droit de préemption particulier pour les collectivités. Donc le bail réel d'adaptation à l'érosion, c'est donc un bail réel longue durée. Si j'ai bien compris, mais peut-être vous allez me dire mieux ce que c'est, l'État acquiert la nue propriété, enfin la collectivité, la puissance publique, État, collectivité, on ne sait pas encore, ça peut dépendre, acquiert la nue propriété en fait du bien, et ensuite la personne qui occupe le bien en garde l'usufruit et paye un loyer chaque année, avec un montant qui est fixé au départ. Ça peut marcher sur des nouveaux biens, des biens que la puissance publique acquiert d'une façon ou d'une autre, et puis ensuite la remet sur le marché de cette façon-là. Ça peut aussi être sur la même personne qui est actuellement propriétaire du bien, qui se le voit racheter et qui en devient en quelque sorte un locataire un peu spécial. Donc c'est un bail réel, donc c'est avec un droit de succession où il peut revendre ce droit à habiter. Sachant que c'est un pari sur l'avenir, le propriétaire espérant avoir vendu sa maison suffisamment cher pour qu'ensuite son loyer lui permette d'avoir un profit à la fin sur le jour où le bien va tomber à l'eau. Et puis l'État espère que ça ne lui coûtera pas trop cher, qu'il n'aura pas fait le pari inverse, enfin qu'il n'aura pas fait de mauvaise affaire. Et au moins, ça lui donne la maîtrise le jour où le risque survient du bien et de pouvoir dire à l'habitant aujourd'hui, vous partez. C'est une sorte de viager, dit M. Baron. Oui, c'est ça, c'est une sorte de viager. Donc, c'est comme pour le principe du viager, on fait un pari sur la durée que ça va nous donner pour le bien. On va amener les micros. Oui, alors, ah ben voilà, il est là. Oui, donc moi, je suis Clarine David-Lecourt, je suis à la Banque des Territoires. Et comme j'y suis depuis un certain temps, j'étais très intéressée par la présentation sur Redon parce que je venais d'arriver à la caisse. C'est un témoignage, mais pour parler justement de l'investissement. Je venais d'arriver à la Caisse de dépôt et mon premier dossier d'investissement, c'était le fameux cinéma Manivelle de Redon, une association qui portait ce projet. Et je l'ai défendu bec et ongle en comité d'investissement. J'étais toute jeune à l'époque. Et alors, le premier truc qui m'est tombé sur le nez
du comité d'engagement, c'était les inondations. Donc on était, de mémoire, on devait être autour de 95. Il y avait, donc peu de temps, ou 87, parce que c'était peu de temps après l'inondation qui avait fait parler dans les médias. Donc à Paris, Redon était connu uniquement sur les inondations. Donc ça renvoie à la question du risque investisseur et du temps long, puisque ça va faire quelques années maintenant. Bon, le comité d'investissement a finalement accepté, on a dégradé le risque, enfin on a dégradé notre TRI en perspective qu'il y aurait des adaptations à faire. Donc déjà à l'époque, on intégrait le risque inondation. Et donc là, ce qui est intéressant, enfin, je trouve, et qui est réconfortant aussi d'une certaine manière, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions en dézoomant, comme vous le disiez tout à l'heure, et on redonne de la capacité, de l'attractivité à un territoire malgré les difficultés qu'il va devoir gérer. Mais ça suppose effectivement de ne pas raisonner à la micro-échelle. Et donc en tant qu'investisseur, nous, aujourd'hui, on a le risque climatique qui fait partie des critères majeurs de notre clé de lecture des projets. Mais en même temps, on a aussi une obligation, parce qu'on est un acteur du logement social, etc., de pouvoir aussi continuer à développer le territoire. Et c'est bien parce qu'on va avoir un projet global, mais qui intègre ces risques. Ce n'est pas une opposition ou une réglementation. C'est vraiment la construction intelligente, en fait, d'un territoire qui sera résilient dans les années qui viennent. Donc je trouve que cette table ronde, elle est intéressante parce qu'elle met en écho des compétences qui sont nécessaires en fait à réunir autour d'un projet, et pas dans le fait de gagner, d'être un seul gagnant. C'est qu'il faut que l'ensemble de la chaîne de production soit gagnante, et y compris l'investisseur, qu'il soit privé, particulier ou institutionnel comme nous. Voilà, c'était un peu ce témoignage que je voulais faire, mais c'est possible. C'est ça qui, pour moi, est réconfortant. Merci pour cette intervention. Il y avait d'autres mains qui se sont levées. Oui, excuse-moi. C'était juste aussi pour un témoignage, parce que l'EPF que je dirige, on est compétent en Gironde, et notamment sur la commune de Soulac, donc qui a connu effectivement un dossier qui a défrayé la chronique, qui est le Signal. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce dont on s'est aperçu, notamment avec l'aide d'un expert immobilier avec qui on travaille un peu et que certains d'entre vous connaissent, qui est Isidro Pérez, c'est que cette histoire du Signal avait eu un impact sur les marchés immobiliers localement, et que les maisons en front de mer se vendaient à 3 000 € le mètre carré, et celles qui étaient en retrait du front de mer se vendaient à 4 000 € le mètre carré. Et donc, en fait, il y avait, par rapport à ce risque qui était avéré, cette communication. En fait, les investisseurs, qui sont les particuliers qui achètent des maisons, se sont positionnés, ils avaient identifié le risque, et ça a fusé en fait sur les prix de marché. Donc c'est pour ça aussi que c'est une conviction personnelle. Je pense que en rabâchant, comme l'a expliqué tout à l'heure monsieur, en rabâchant ce risque, etc., les investisseurs et les propriétaires vont l'intégrer aussi et ça va avoir un impact sur les marchés immobiliers. Voilà. Et donc, d'où aussi l'obligation d'information, les agents immobiliers qui doivent jouer le jeu, les notaires aussi, parce que souvent on dit moi quand je vais chez le notaire signer des actes, vous connaissez le risque, c'est bon, vous signez. Voilà, c'était ça mon témoignage. C'est un peu noyé dans le poisson. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est l'heure. Ça va être l'heure de conclure la journée, à moins que ce soit très très court. Alors, c'est juste que la loi climat-résilience pour l'érosion introduit ça introduit l'obligation pour les agences immobilières d'annoncer le risque. Et c'est pour
le prix de l'expropriation. Vous parliez de l'expropriation Fonds Barnier tout à l'heure, où le bien est évalué sans risque. Et donc c'est un gros souci aujourd'hui. Donc il y a des réflexions sur une évaluation avec des cotes en fonction du risque. Et ça peut aussi largement jouer, à mon avis, sur cette frénésie immobilière littorale qui ne s'arrête pas, puisque on se dit que si on achète, on sera de toute façon indemnisé à hauteur de plusieurs millions d'euros. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez important pour les finances publiques aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 5, du coup, à tous les 5 pour cet atelier. Ça va être l'heure de conclure notre journée. Je vous laisse rejoindre le public.